C'est vachement bon un petit café le matin. Je sais pas vous comment vous faites, mais moi j'ai vraiment besoin de ça le matin pour démarrer la journée. Et vous savez ce qui est encore meilleur? C'est d'agrémenter ce café avec ça. Mon petit péché mignon, ça. Un petit morceau de chocolat. C'est marrant parce que, regardez, je vous montre la boîte que j'ai face à moi. Le chocolat de chez Jean-Philippe, Darcy. Et je pense à lui, et je me pose cette question, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que il y a plein de gens qui montent des affaires en fait tous les jours, et puis il y en a qui n'arrivent jamais à décoller, là où il y en a d'autres, un peu comme Jean-Philippe, en fait, arrivent à exploser. Il a eu des boutiques aux quatre coins du monde, il a un immense bâtiment maintenant à Verviers, il a un musée. Comment ça se fait que ça fonctionne pour lui et que ça ne fonctionne pas pour d'autres? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais me changer, je vais me préparer, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Verviers, puis on va aller lui demander. Allez, vous venez? Eh ben ça y est, on y est, on est à la chocolaterie, on est à Verviers, on va aller voir Jean-Philippe, plein de trucs à vous montrer. Vous venez? Allez, c'est parti! Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Vincent. Ça va bien? Très bien, très bien. Merci de nous recevoir ici. Bienvenue à Verviers. Dans cette chocolaterie. Tu sais qu'une pause café avec un pâtissier chocolatier, ça matche pas mal. En général, ça va plutôt bien. Ouais. C'est plutôt quelque chose de sympa. Bon, je t'explique. Ce matin, en fait, j'étais à la maison. J'étais en train de prendre un café et puis j'agrémentais mon café d'un petit morceau de chocolat. Devine de chez qui? Et je me posais cette question. Je me dis, tiens, c'est étonnant, mais en fait, tu as plein de gens qui lancent des affaires dans des tonnes de secteurs différents. Et il y a des gens, en fait, qui n'arrivent pas à décoller, là où d'autres, en fait, arrivent à exploser. Ouais. C'est un peu ton cas quand même. Ceci dit, le parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, tout à fait. Et je me suis dit, mais pourquoi il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas? J'ai pensé à toi, je me suis dit, le plus simple, c'était que je vienne te poser la question, mais avant même que tu répondes, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on soit très analytique. On va regarder un petit peu ton parcours. D'accord. Et on va essayer de voir s'il y a des éléments qu'on peut retirer pour la réflexion. Alors, on va d'abord resituer l'histoire. Toi, tu es un Verviétois pure souche. Oui, tout à fait. Papa de 3 enfants. Oui. 2 grands, une petite. Voilà. À la tête, je le disais, d'une belle entreprise. Alors, il y a 8 boutiques. Oui. Il y a le musée du chocolat. Oui. Il y a le salon de dégustation. Il y a la pâtisserie, évidemment, avec les ateliers, etc. Il y a l'académie. Oui. Et parce que tu as toujours trop de temps, tu es aussi coach de l'équipe belge de pâtisserie. Oui, mais ça, c'est la passion. Ça c'est quand dingue. tu es passionné, tu as toujours envie de... Et puis ma carrière a été fort impactée par les concours que j'ai faits, en fait. Ouais. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir donner cette chance aux jeunes. Et pour que ça se fasse, ben, il faut des coachs, il faut une structure. Et donc, on a créé une ASBL qui s'occupe des jeunes et qui les aide à passer les différents concours, en fait. Alors, la première question vraiment que je me pose, c'est reviens quand tu étais petit. Oui. Qu'est-ce que tu avais envie de faire comme métier quand tu étais petit? Alors, c'est assez bizarre, mais si mes souvenirs sont bons, le métier que j'avais le plus envie de faire quand j'étais gamin, c'était policier. Sérieux? Ouais, parce que je me souviens que mon papa m'avait payé un habit de policier et j'arrêtais toutes les voitures dans le quartier. Je faisais déjà un chef au milieu de la route. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai. Et j'avais un ami aussi, un ami de mon papa qui était policier. Il m'emmenait dans la camionnette avec des sirènes. Enfin, c'était une autre époque aussi. Hein, voilà, quoi. Ah, c'est marrant parce que tu parles de ton papa, tu parles des amis de ton papa. Ton papa lui travaillait en fait à l'urbanisme. Oui, tout à fait. À Verviers. Mais par contre, il avait un ami à lui qui avait une boulangerie. Oui. Et quand toi, tu as commencé en fait à étudier la boulangerie, il a été trouver ce copain boulanger et il lui a demandé en fait s'il pouvait te prendre en job étudiant, j'imagine ou... Oui, ben, au job étudiant, en tout cas, moi j'avais 15 ans à l'époque, donc je pense qu'il a vraiment voulu faire plaisir à mon papa. Il a dit oui, amène ton gamin, et j'ai commencé comme ça dans un atelier de boulangerie-pâtisserie. Et déjà dans la pâtisserie, hein, c'est assez bizarre, mais c'est vrai que j'ai commencé, mon premier job c'était pâtissier. Ouais.
et on faisait des chipolatas quattro mandarines qui étaient exceptionnelles. C'était délicieux. Voilà. Des chipolatas? Pour moi, c'est des saucisses. Hein. Oui, non, mais dans le métier, si tu veux, une crème chipolata, c'est un mélange de crème fraîche et de crème pâtissière. Ok. Pour moi, c'est une tuerie, crème basique, mais c'est une tuerie, quoi. C'est une des meilleures crèmes au monde. Et on faisait ça, c'était vraiment terrible. Bon, ben, ceci dit, tu devances un peu une des questions que je me posais. Je me demandais si tu préférais la pâtisserie de la boulangerie. Écoute, évidemment, je préfère la pâtisserie parce que ça a été vraiment ce qui m'a porté tout au long de ma carrière. Mais je trouve que la boulangerie est aussi intéressante que la pâtisserie. C'est vrai? Oui, et aussi technique en fait. On ne se rend pas compte de la technique qu'il y a derrière la boulangerie parce que pour beaucoup de gens, faire du pain, c'est mélanger des ingrédients, les cuire. C'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un vrai retour de la boulangerie de qualité, parce que maintenant il y a de moins en moins de boulangers, mais ceux qui vont rester, en fait, ce sera des boulangers qui vont faire de la qualité. Parce qu'évidemment, les grandes surfaces aussi ont monté leur niveau, donc le niveau entre la boulangerie de village et la grande surface diminue de plus en plus. En plus, les rayons sont énormes en grande surface, c'est facile, etc. Donc, ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont faire quelque chose de différent et de bon. Tu ne penses pas qu'en fait, c'est un peu la traduction de ce qui se passe dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a une espèce de classe moyenne qui s'efface. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vas avoir entre guillemets des produits mass market. Ouais, c'est ça, mass market, c'est vraiment le terme. Et puis des produits hyper qualitatifs. Tout à fait, ouais, c'est vraiment vers ça qu'on va. Alors justement, il y a une anecdote qui est quand même étonnante, c'est qu'il y a 8 ans d'ici, en parlant de boulangerie, tu as cette idée de faire en fait du pain au levain. Sauf que à l'époque, c'est un bide. Ça ne marche pas. Personne n'en veut ton truc. Tout le monde dit c'est dégueulasse ton truc. Aujourd'hui, c'est over la mode le pain au levain. Tout à fait. Oui, des fois. Tu étais trop tôt. Tu parlais tout à l'heure de la réussite d'un projet ou pas. C'est tellement de paramètres différents qui doivent s'emboîter l'un dans l'autre pour une réussite. Il faut de la chance, il faut du travail, il faut un bon emplacement, il faut une tendance. Tous ces éléments qui doivent être ensemble paramétrés pour que ça fonctionne bien, en fait. Eh bien, à ce moment-là, n'était pas là puisque le pain au levain n'était pas encore tendance et donc je l'ai lancé trop tôt. J'étais un peu trop tôt. Voilà. Quand tu réfléchis bien, c'est dingue le fait de se dire tiens, on est parfois trop tôt sur certaines choses. On se dit oui, ben, j'ai cru que ça marcherait pas. Et puis X années après, tu vois que ça explose. Ça, c'est dingue. Ça, j'ai trouvé ça très mignon. Il faut savoir que quand on a préparé en fait cette interview, Jean-Philippe s'est un peu livré. Tu m'as dit qu'en fait, tout au départ de ta carrière dans le métier, tu t'imaginais en fait avec c'est pas péjoratif du tout, petite boulangerie, pâtisserie à Verviers, ton petit atelier derrière. Mais oui, parce que pour moi, j'avais étudié pour devenir boulanger-pâtissier. Et donc je rêvais déjà, c'était déjà un rêve d'avoir sa boulangerie propre et son atelier et de pouvoir fonctionner normalement et faire ma carrière naturellement comme un boulanger-pâtissier de village. Ceci dit, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu n'as quand même pas trop mal réussi, sauf que l'atelier, au lieu de se trouver à l'arrière, il est en dessous, quoi. Oui, il est en dessous et il est un peu plus grand que ce... Et il est tout sauf petit. Tout à fait. Mais oui, c'est assez fou et en même temps, ce n'était pas spécialement voulu de ma part. C'est encore une fois, quand on commence une entreprise, des fois, tu ne sais pas maîtriser non plus tout ce qui arrive. Et puis, tu es pris dans des engrenages, et puis tu développes, et puis on en est là 26 ans plus tard avec ce bâtiment qui est incroyable. Et j'aurais jamais imaginé ça. J'ai jamais rêvé de ça d'ailleurs. Si, quelques années après, j'y ai rêvé, c'est pour ça que je l'ai fait, mais au début de ma carrière, jamais de la vie, quoi. Tiens, tant qu'on est dans le volet pâtissier, j'ai envie de dire, de tes activités, il y a cette anecdote que je trouve complètement dingue. C'est qu'en fait, tu as un record du monde à ton actif, toi. Oui, c'est fou. Ça, c'est fou. On est le 23 octobre 2016. Et celui-là a cette idée de faire, en fait, le plus grand éclair au monde. Il fait combien de mètres, le plus grand éclair au monde? 676. Voilà, vers là. Je sais bien que c'était dans les 600 mètres. Oui, on a assemblé avec l'école de Spa, ici, juste dans l'hôtel à côté. C'était lors d'un salon, je pense, où... Enfin, l'idée, c'était de faire parler de Verviers-en-Bière, en fait. Et on a vendu toutes les parts d'éclairs pour une association. Donc, c'était vraiment un projet caritatif. On en fait quelques-uns l'année, c'est toujours très sympa. Et vrai, c'était fou parce que
voilà, c'est vrai qu'on a fait venir le huissier pour authentifier, etc. Malheureusement, ça n'a pas été repris dans le Guinness Book des records. Ça, c'est dingue, cette Parce histoire. qu'il faut écrire avant, il faut faire, voilà. En fait, tu n'as pas fait l'administratif qu'il fallait Non, pour le voilà, Guinness. c'est ça. Mais en fait, je ne le faisais pas non plus pour ça. Le but, c'était de faire un chouette défi, qu'on en parle. Et d'ailleurs, la preuve que ça avait marché et que ça avait bien communiqué, je suis passé aux grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est comment maintenant? Maintenant, c'est Laurent Ruquier. Ouais, Laurent Ruquier, grâce à ça. Donc, c'est incroyable. Moi, je suis passé aux grosses têtes. C'est une émission que j'écoute tous les jours. C'est super Ah oui, sympa. c'est une émission culte, hein, c'est tellement compliqué. Mais donc, c'est quand même marrant. Tu vois, ça, par exemple, c'est une question que je me posais pour revenir à la question de départ, finalement, de cette entrevue. C'est qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu as eu cette idée de faire un concours qui est quand même tout à fait hors norme, là où il y a plein d'autres boulangers-pâtissiers qui font probablement des éclairs délicieux, mais qui n'ont pas eu cette idée-là. Tu vois, ça, cette différence, elle est là. Oui, mais ça, je pense que tu as besoin de lancer des défis. l'entrepreneuriat, oui, c'est ça. Le défi, l'entrepreneuriat, l'envie de bouger, l'envie de partager, on l'a en soi ou on ne l'a pas. Ouais. Et voilà. Et en fait, quand j'étais gamin, j'étais très timide, quoi. Je n'osais pas faire des choses, etc. Et c'est vraiment à partir de... C'est quand je suis sorti de l'école que j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi et puis que j'ai commencé des projets. Mais déjà à l'école, je savais que je voulais m'installer, tu vois. Donc j'avais déjà cet esprit d'entreprendre très tôt, en fait. Je me suis rendu compte qu'à l'école, j'étais toujours dans ma chambre à l'internat. J'ai fait l'école à Namur, j'ai fait l'internat et pendant les heures d'études, je dessinais déjà mon premier logo, quoi, tu vois. Et j'étais toujours en 5e ou 6e année, quoi, tu vois. Donc je savais déjà que je voulais m'installer. Après, ça a pris quelques années parce que j'ai voulu avoir un peu d'expérience, mais c'était très tôt, en fait. Tu avais une âme d'entrepreneur. Oui, tout à fait. Ça marche plutôt pas mal. Si mes chiffres sont bons, tu vas pouvoir me corriger si c'est nécessaire. Il paraît que tu fais environ 150 000 pièces de pâtisserie aujourd'hui à l'année. Oui, certainement. Ouais, ça fait quand même du... Je me demandais, toi qui as maintenant l'expérience requise pour répondre à cette question, est-ce que tu as vu une évolution dans le métier du côté, je dirais, des fabricants, de toi, des artisans, et est-ce que tu as vu une évolution dans le goût aussi de tes clients? Dans le goût, oui, certainement, parce qu'on a quand même désucré pas mal sur quelques années. Les gens veulent quelque chose de moins sucré. Ils commencent à faire attention à leur santé, mais dans nos métiers, ça se sort très peu, en fait. Parce que quand les gens viennent chez nous, c'est plus pour de la gourmandise. Ce n'est pas... voilà, ils ne regardent pas, en fait. D'accord. Et donc au niveau en tout cas de la gourmandise, je pense que ça, c'est resté pareil à avant. Maintenant, dans le métier, oui, quand même, il y a eu énormément de changements, même si les changements ont commencé en 80 avec le nôtre, avec la maison Pierre Hermé, etc. Et puis ça a continué, mais maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, c'est une folie. Hein, on voit bien sur les réseaux, et puis les émissions de TV qui ont éclaté aussi le métier de pâtissier, en tout cas, la vision du métier du pâtissier. Qui n'est pas toujours la bonne qu'on donne à la TV, mais en tout cas qui ont permis en tout cas de mettre nos métiers en avant, parce que avant, on peut le dire, c'était le boulanger-pâtissier du village, voilà, c'est bon, quoi, il fait du pain, il fait de la pâtisserie. Ouais. Maintenant, on a des chocolatiers, des pâtissiers qui sont aussi reconnus que des grands chefs étoilés. Et ça, je trouve que c'est chouette pour le métier, quoi. Ça met le métier en lumière, en fait. Ça, c'est vrai. C'est une question qu'on peut se poser aussi, cette idée, par exemple, de se dire par rapport aux émissions de cuisine, aux émissions de pâtisserie, etc. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Si je comprends bien, ça ne correspond pas exactement à l'essence même du métier. Néanmoins, c'est sympa de mettre en... Tout à fait. Non, puis les gens se rendent compte de la difficulté de faire de la pâtisserie aussi, de la difficulté, du temps que ça peut prendre, parce qu'on voit toutes les étapes d'un gâteau. Et encore là, c'est mis sur quelques minutes parce que c'est la TV, mais on voit toutes les étapes qu'il faut faire, et donc ça permet de se rendre compte que un gâteau, ça prend du temps, et que c'est normal qu'il y ait un prix important aussi pour acheter le gâteau, quoi, des fois. On reviendra sur cette casquette de manager que tu as aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce que tu prends encore, toi, véritablement plaisir à créer une pâtisserie? Je ne parle pas chocolat, je ne parle pas macaron, je parle juste pâtisserie. Oui, c'est clair. Ouais, je pense que de tous les métiers que j'ai, c'est sûr que la pâtisserie reste le métier le plus agréable. Parce que bon, il y a le côté gustatif évidemment, mais il y a toute la créativité dans l'architecture du gâteau, dans l'épaisseur des inserts qu'on va mettre dedans pour garder l'équilibre gustatif, dans le biscuit pour avoir la texture qu'on veut, qu'il soit vraiment cohérent. Est-ce qu'on met un biscuit, deux biscuits? Tout ça, c'est toujours très important, le plus important à mon sens dans un gâteau. Après,
il y a tout le côté esthétique. Et là, dans la pâtisserie, on peut vraiment s'éclater, quoi. On peut vraiment s'éclater et jouer avec les saisons, jouer avec les couleurs. Et ça, c'est quand même très sympa, quoi. Ça, c'est sympa. Bon, on va passer sur quelque chose, évidemment, qu'on te connaît évidemment comme chocolatier. Oui. Ambassadeur du chocolat à vie. Oui, c'est un titre. Dingue. Ça, c'est arrivé en 2001. C'est un concours. C'est un concours et c'est mon premier gros concours, je vais dire. C'est un concours national. C'était organisé à l'époque par une grande marque de chocolat belge, la plus grande marque de chocolat belge. C'était qui? C'était Barry Callebaut. D'accord. Qui n'est plus belge, mais enfin, Ouais. mais c'était le plus gros concours de pâtisserie chocolaterie et ça correspondait, si tu veux, au meilleur pâtissier chocolatier de Belgique. Qu'est-ce qu'on te demande dans ces concours-là? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, celui-là, on devait faire une pièce en chocolat et en sucre, on devait faire un gâteau au chocolat évidemment, un dessert sur assiette, 3 pralines. Et je pense que c'est tout, mais sur 6 ou 8 heures, quoi. Donc il faut y aller, tu es au taquet, tu as intérêt à être organisé. Et j'ai eu la chance, moi je ne m'y attendais pas du tout, je m'étais bien préparé, etc. Mais j'ai eu la chance de gagner ce concours avec Marc Ducobu, qui est depuis devenu mon meilleur pote. On ne se connaissait pas à l'époque. Moi, Marc, il faisait déjà beaucoup de concours à l'époque, donc je le voyais et il avait un niveau déjà extraordinaire. Et qu'on salue d'ailleurs, c'est le chocolatier de l'année du Tout à Gauthier-Méo pour la partie Wallonie, il est à Waterloo. Lui, oui, tout à fait, il est à Waterloo, magnifique boutique. Pour moi, c'est vraiment la boutique à visiter si vous êtes fan de pâtissier, il y a de tout, quoi, c'est incroyable. Et ça, c'est une vraie question que je me pose, et je me dis que quand on est boulanger-pâtissier, évidemment qu'on travaille le chocolat, mais comment on arrive à devenir chocolatier? Parce que c'est un autre métier, ça encore. Oui, tout à fait. Et en fait, en plus, quand tu apprends les études de boulangerie-pâtisserie, on t'apprend la chocolaterie en plus du métier, parce que bon, tu fais du chocolat pour les décors, etc. Donc, on t'apprend à faire des pralines. D'autant plus qu'il n'y a pas d'accès à la profession pour le métier de chocolatier en Belgique. Oui, tout à fait. Donc, c'est un métier libre. Et donc, il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose comme formation pour le métier de chocolatier. Donc, voilà. Mais là, après, pourquoi j'ai voulu faire mon chocolat, ça c'est juste, encore une fois, c'est la passion. On parle de passion depuis tantôt, mais quand tu es puriste, que tu veux faire les choses parfaitement, etc., tu sais, j'achetais des chocolats, même ma première boutique, j'achetais des chocolats, je pense que chez Bruyère, tu vois, à l'époque. C'est dingue! Et j'avais ça dans mon comptoir, mais évidemment, je veux dire, je voulais maîtriser le produit aussi et vendre mes produits. Parce que quand tu as une boutique, c'est un peu comme dans un restaurant étoilé. Ils sont puristes, les chefs. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Chez nous, dans les pâtissiers du top, on veut tout faire nous-mêmes aussi. Donc on essaie vraiment de faire un maximum nous-mêmes. Mais le chocolat, en plus, c'est quand même un produit qui est over-technique. On ne va pas refaire l'histoire, ce n'est pas l'objet de cette entrevue, mais on sait que ça se travaille avec des températures ultra précises. Enfin, tu me diras, la pâtisserie aussi, c'est très précis. Hein. Mais c'est très précis, mais en plus, moi, je venais, tu vois, comme j'avais fait les concours, je venais de sortir des concours, etc. J'ai suivi la Coupe du Monde en 1995 où la Belgique a gagné, et puis il y a eu l'éclosion de Pierre Marcolini. Donc, je suis dans cette génération du renouveau du chocolat belge qui n'a plus envie de cette grosse praline de 12-15 grammes, tu vois, mais qui va chercher des petites ganaches plus fines, plus à la française finalement, tu vois, tout en gardant les traditions belges. C'est super important. Il faut matcher les deux, mais c'est vrai que je pense que sur les 15-20 dernières années, le chocolat belge a bien évolué parce que tous les artisans maintenant font des petits produits très fins, très raffinés, donc c'est chouette, quoi. Tu sais, quand on s'est vu pour préparer cette interview, tu m'as fait visiter, en fait, il y a un musée du chocolat à visiter ici qui est complètement dingue. Regardez d'ailleurs, on va vous montrer quelques images maintenant, pendant que je suis en train d'en parler. Donc, en fait, ce qu'on voit ici à l'image, c'est qu'on se promène et qu'on démarre en fait au Temple Maya, etc. Puis, c'est Christophe Colomb, hein, qui l'amène en Europe. Cortés. Colomb, il passe à côté, lui, tu vois. Il ne se rend pas compte que le cacao, ça peut valoir quelque chose. Et voilà. Mais Cortés va le comprendre et c'est Cortés qui va ramener le cacao en Europe pour la première. Tu sais, je me pose une question, je me dis, le chocolat belge est connu de par le monde. La Suisse aussi est souvent citée comme parmi les bons chocolatiers. On sait que les Français ont un savoir-faire aussi qui est sympa. Comment ça se fait que, par exemple, chez nous, en Belgique, on a un terreau de si bons chocolatiers? Je pense que c'est justement culturel. Je pense que c'est vraiment du patrimoine, quoi. Parce qu'on a eu la chance, en fait, de bien développer les chocolateries au moment de la révolution industrielle.
et de pouvoir exporter beaucoup. Donc le chocolat belge a été connu dans le monde entier très rapidement, avec des produits qui n'étaient pas toujours hyper fins, parce que c'était plus du chocolat assez sucré, etc. Et les Suisses, c'est un peu pareil. Leur chocolat, c'est assez sucré, etc. Ouais. Mais on a exporté beaucoup, donc on s'est fait connaître, parce que même si c'est plus sucré, c'est un produit très agréable, on est dans la convivialité. Donc c'est vrai que le chocolat belge s'est exporté très vite. Et ça a fait connaître le chocolat belge partout dans le monde. Et du coup, on a cette référence, ce qui fait que les touristes, quand ils viennent en Belgique, ils veulent du chocolat aussi. Et donc, il y a énormément de chocolatiers qui s'installent parce que c'est comme ça. Oui, en fait, il y a un truc qui est assez dingue que moi, je n'imaginais même pas. C'est que notamment, ça on l'apprend en visitant ce musée, c'est qu'ici à Verviers, à un moment donné, il y avait plus d'une 50aine de chocolateries. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais, non, Il y a un cluster à Verviers ou c'est quelque part un peu pareil partout en Belgique? Non, franchement, à Verviers c'était assez fort parce que c'est vrai qu'il y a eu la richesse de Verviers d'antan, donc c'est une ville qui bougeait beaucoup, il y avait beaucoup d'activités, donc il y avait du monde. Beaucoup de commerce ici. Beaucoup de commerce, donc c'était vraiment une ville florissante. Et comme Anvers à l'époque aussi, et donc je pense que c'est des villes qui ont été impactées à cette époque par leur activité simplement. Mais effectivement, quand on regarde un peu l'histoire du chocolat belge un peu partout dans les grandes villes, il y avait quand même déjà beaucoup de chocolatiers à l'époque. C'est quand même assez impressionnant. Tiens, est-ce que c'est facile de trouver du bon chocolat? Là, je m'intéresse vraiment à la fève, en fait. Déjà, je pense que ce n'est pas facile. Il faut avoir les bons contacts parce qu'il ne faut pas croire que je vais sur les plantations à chaque fois, vérifier, etc. Ouais. Oui, j'y vais sur certaines de temps en temps, mais je ne sais pas aller dans chaque plantation où on achète. Donc il faut pouvoir faire confiance aussi à des sourceurs. Hein. Donc je travaille avec des gens qui sont plutôt dans le monde du cacao, qui connaissent bien le cacao, qui visitent les plantations, qui vont voir s'il n'y a pas de travail d'enfant sur les plantations, si c'est bien fermenté sur les plantations, etc. Donc, il faut pouvoir faire confiance à un moment donné à des gens qui font ce travail aussi pour toi, parce que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être ici, là-bas, etc. Donc à un moment donné, il faut s'entourer correctement. Deux éléments qui sont importants, évidemment la qualité, le goût finalement qui va ressortir, et ce côté éthique. Hein. Oui, tout à fait, c'est super important. D'ailleurs, on travaille de plus en plus avec une association dont on fait partie qui s'appelle Chocolatiers Engagés. C'est quoi ça? En fait, c'est une association de chocolatiers qui est à la base une association française, mais qui est en train de s'ouvrir au monde des chocolatiers artisans, de plus en plus, et qui, en fait, revend du cacao, mais elle s'assure, en fait, que les planteurs sont bien rémunérés, pas au cours du marché, mais bien au-dessus, par rapport au coût de la vie dans le pays, etc., de manière à ce qu'ils gagnent bien leur vie. Voilà. C'est important parce que souvent, dans le monde du cacao, c'est souvent des pays très pauvres, les planteurs sont souvent très mal rémunérés parce que voilà, c'est un monde très compliqué, le monde du cacao. Hein, je veux dire, en plus d'un pays à l'autre, des fois, c'est... On ne réalise pas, j'imagine qu'il doit bien y avoir des histoires de mafia aussi là-dedans. Mais oui, bien sûr, d'un pays à l'autre, c'est très compliqué. Et souvent, en plus, c'est souvent des petites plantations de quelques hectares simplement. Ils ont leur terre, ils récoltent, ils vont remettre dans une coopérative, etc. Donc, c'est assez complexe, effectivement. Donc, il faut trouver les bonnes plantations, travailler avec les bonnes personnes, bien les rémunérer justement pour qu'ils aient de quoi bien vivre et développer leur plantation et faire de la qualité. C'est aussi ça qu'on leur demande. Quand on travaille dans le chocolat, est-ce qu'on en mange encore? Oui, beaucoup. Sérieux? C'est inévitable. Non. Oui, on goûte tout le temps, tu vois. Et on fait des créations, de nouvelles créations aussi. Donc on regoute. Quand tu passes dans l'atelier, tu prends vite de sales habitudes aussi. Donc voilà. Tu sais que quand j'étais, moi, petit garçon, si tu veux, mes parents habitaient Bruxelles, ils habitaient à Forêt. Et il y avait un copain de mon père qui travaillait chez Côte d'Or. Et en fait, le gars expliquait toujours, il dit, mais en fait, quand tu travailles chez Côte d'Or, tu peux en manger, mais à volonté, etc. En fait, ils font ça pour éviter que tu te barres avec du chocolat, en fait. Et globalement, ça dure 3 jours, après, tu en as jusque-là. C'est clair, c'est clair. En fait, quand tu travailles dans le sucré, c'est comme ça. Tu es toute la journée dans du sucré, tu as les odeurs de sucré, les vapeurs, tu goûtes, etc. Donc, quand tu rentres chez toi, en fait, tu veux plus de sucré, tu veux du salé. Quoi. Un bon saucisson, et vous ferez plaisir à Monsieur Darcy. Il y a cette notion sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui a vu le jour il y a quelques années, grâce à toi je pense, et grâce à Pierre Marcolini aussi, c'est le Bean to Bar. Oui, tout à fait. Ouais, c'est surtout en fait, c'est un mouvement qui est né il y a maintenant 20 ans dans les pays anglo-saxons. Et c'est finalement le retour de la fabrication du chocolat chez les artisans. Ce qui n'existait plus parce qu'on achetait du chocolat et puis on le transformait.
Ouais. Et maintenant, de plus en plus, les artisans reviennent à la fabrication du chocolat, c'est-à-dire achètent leurs fèves de cacao, les torréfient eux-mêmes, les broient eux-mêmes et font leur propre chocolat avec des pourcentages différents, des variétés de cacao différents. Et ça, c'est très bien pour la variété et pour le côté qualitatif du chocolat également, parce qu'on fait ce qu'on veut, quoi. En fait, ça te permet d'avoir un contrôle à 100% du début en fait, à la fin Voilà, c'est sur ça. ton produit. Sur le produit et sur la traçabilité du produit. Et sur ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre comme note dans ta personnalité, dans ton chocolat, etc. Tu vois. Déjà, un cacao, si tu le prends à la base, tu prends le même cacao, tu le mets chez deux chocolatiers différents, tu auras un chocolat différent déjà. La façon de le torréfier, la façon de le travailler, le pourcentage que tu veux faire. La température à laquelle tu torréfies va changer le goût? Va changer, oui. Okay. Ça dépend ce que tu veux vraiment aller chercher comme goût dans ton chocolat. Si tu veux un côté plus fruité, tu restes vers les 110 degrés, bien bas. Ça, c'est toi, ça? Ouais, moi j'adore quand ça reste un peu acide, là, pas que ça pique, mais en tout cas que voilà, tu as une fraîcheur en bouche après ton petit carré, ça j'aime bien. Donc voilà, moi je fais plutôt ça. Mais il y en a d'autres qui préfèrent pousser la température un peu plus haute et aller chercher les notes de cacao, vraiment pour avoir la puissance du cacao. Et ça dépend aussi de ce que tu vas en faire. Si c'est pour une bonne bouche chocolat, mais tu vas faire plutôt un chocolat avec des notes de cacao parce que tu as envie de goûter le cacao et le chocolat. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que les chocolats que je te parle ou Autorifie.fr, c'est vraiment pour les tablettes et pour les chocolats de dégustation, pour se faire, comme tu dis, la pause café avec un bon petit carré de chocolat. Ah oui, mais ça, c'est vrai que ça, c'est un vrai péché. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et je trouve que c'est vraiment dans ce type de contexte-là qu'on apprécie tu vois, le truc. Tiens, une question à un chocolatier, j'en profite. Avec un café, est-ce qu'il y a un chocolat que tu conseilles dans ta gamme, par exemple? Je sais pas, par exemple, moi, je t'avoue personnellement, dans les différents chocolats que j'ai pu goûter, notamment chez toi, il y a celui de Madagascar qui me plaît bien. Ouais, bah oui, mais il y a comme une note assez fruitée quand même, le Madagascar. Ouais. Hein. Donc avec un café, je ne mettrais pas ça. Je mettrais plutôt, moi, un petit carré, une bonne petite praline avec un praliné noisette, avec un café. Moi, j'adore, quoi, parce que tu as le côté noisette, café, ça marche bien ensemble, etc. Et puis, je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit à l'antenne, mais c'est une Madeleine de Proust aussi, parce que quand j'étais gamin, je prenais les tablettes de Côte d'Or dessert 58 que je trempais dans le café, puis que je mettais en bouche comme ça. Ouais, on ne peut pas le dire, mais non, mais tu vois, preuve que dans mon esprit, c'est une Madeleine de Proust, le praliné et le café, quoi. Voilà. C'est dingue, tu n'es pas devenu chocolatier par hasard, quoi. Tiens, je me posais une question, il y en a un dont on entend beaucoup parler. Alors, c'est vrai qu'avec les émissions de télé et tout, on entend beaucoup plus parler des chocolatiers aujourd'hui qu'avant, mais il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, alors que je ne pense pas qu'il ait de magasin, ce garçon, c'est Amaury Guichon. Ouais, Amaury Guichon, effectivement. Qui fait des trucs de dingue. En fait, il fait des sculptures en chocolat, c'est vraiment ça l'idée. Tout à fait. C'est pas des trucs de dégustation, c'est plus… non, mais il a créé un nouveau métier qui est influenceur grâce au chocolat. Oui, c'est vrai. Et donc, le mec, il a réussi à avoir des millions de followers en faisant des sculptures en chocolat qui mettent très bien en image. Et c'est magnifique ce qu'il fait. Franchement, c'est un travail d'orfèvre. Oui. Il est très doué. C'est de la précision. Il a précision, finesse. Il a toute une équipe derrière. Il a une école, notamment à Las Vegas, où il donne des cours de pâtisserie, de chocolaterie, etc. Où il cartonne, quoi. C'est une carrière incroyable. Et c'est incroyable parce que moi, je l'ai connu avant qu'il ne soit vraiment connu. Et en fait, il faisait déjà ça? Il faisait déjà des petites pièces en chocolat, etc. Mais pas encore le niveau qu'il a atteint maintenant. Et je voulais le faire venir ici à l'académie pour une formation pour les professionnels belges. Et puis après, je pense que c'est un an après, il a éclaté sur les réseaux et j'avais plus les moyens de le faire venir. J'avais redemandé, c'était trop, le montant était trop. Et tiens, dans le fond, j'imagine que tu dois rencontrer quand même dans les écoles belges, etc., des jeunes qui sont quelque part influencés évidemment par toi, pour tous les grands noms de la chocolaterie, notamment par Amaury Guichon aussi. Est-ce que tu as déjà des jeunes qui sont venus en disant « Tiens, Monsieur Darcy, j'ai envie d'essayer moi aussi de faire un objet en chocolat » Ah ben, oui, hein, évidemment, parce que, comme tu le dis, ils sont fort influencés par les réseaux, donc ils voient ça. Et c'est bien, c'est pas bien, parce que chez nous, on en fait, mais on en fait 2-3 fois à l'année, des pièces ainsi pour mettre au magasin, etc. On n'en fait pas tous les jours. Or, ils s'imaginent que le métier de chocolatier, c'est ça. Mais le métier de chocolatier, c'est un métier de production quand même. Tu sais, tu dois faire des pralines pour vendre, donc c'est des pralines tous les jours.
les bars, enfin voilà. Mais Mais- au départ, ça se mange. et les sujets, c'est au moment des fêtes, c'est au moment de Pâques, Oui. c'est au moment de Noël, etc. Mais c'est pas tous les jours, donc ça trompe un peu l'image du métier, quoi. Tiens, j'ai Mais c'est magnifique. une question complètement débile, mais comment ça se fait que ça ne fond pas ces trucs-là? Moi, ça, je ne comprends pas. Parce que le chocolat à une température ambiante, ça ne fond pas. Ouais, c'est vrai. Chocolat à température pas bête. ambiante, regarde ici dans le musée, il y a des pièces qui sont exposées. Ouais. Elles sont là depuis le début de l'ouverture du musée. Il y en a qui ont 8 ans. C'est dingue, ça, j'ai jamais pensé à Donc ça. tu vois, Ça- ça se tient, quoi. Et si tu dépasses pas les 22, 23 degrés, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ça la limite. Ouais. Bah, on peut même monter encore un peu plus haut, mais ça commence à s'affaisser, donc le beurre de cacao sera molli et donc ça pourrait casser, etc., quoi. Jean-Philippe, derrière toi, il y a une jolie carte du monde avec Ouais. Save the Earth, Yes. It's Only Planet with Chocolate. Ouais. C'est marrant parce que, donc, on l'a dit, toi, tu viens de Verviers. C'est ici que tout démarre. Il y a l'école que tu fais notamment à Namur. On sait qu'aujourd'hui, tu as des boutiques un petit peu partout en Belgique. Ouais. Et si mon petit doigt m'a donné des informations correctes, ça continue tu continues à t'établir en Belgique, encore dans d'autres régions. Mais surtout, tu es aussi présent dans plein d'autres pays. Ah, j'étais. Alors J'ai- attends, on va justement faire le point là-dessus. Ouais. Moi, j'ai vu, bon, Belgique, ok. Espagne et Japon. Non, Japon, au moment de la Saint-Valentin, Espagne, j'ai fermé, Singapour, j'ai fermé. Ok. En fait, j'ai eu franchement, j'ai eu des projets fantastiques dans ma vie, moi. J'ai ouvert, comme tu le dis, à Marbella, j'ai ouvert à Singapour, j'ai ouvert à Taïwan, mais j'avais pas la structure pour gérer ça. Tu sais, on Ouais. était encore trop petits, etc. Donc, au bout d'un moment, ben, ça s'essouffle. Et puis aussi, c'est des pays qui n'ont pas la culture du chocolat comme en Belgique, qui ne Ouais. consomment pas autant de chocolat qu'en Belgique, donc, et qui sont souvent des pays chauds. Singapour, il fait chaud. Ouais. Taïwan, il fait chaud. Mais Marbella, il eux, fait ils chaud. carburent à l'ERCO. Hein, donc, Oui, oui, mais en fait, tu sais, les gens allaient acheter du chocolat, repartir, arriver chez eux avec du chocolat tout fondu, Ça le fait moyen. ça fait moyen, quoi, tu vois. Donc c'est difficile de s'implanter et de vendre assez pour rentabiliser vraiment des boutiques comme ça. Donc on a fermé pas mal. Mais après, c'était des ouvertures souvent avec des partenaires, etc. Donc, T'as justement, raconte-moi un petit peu les coulisses de cette histoire. Comment, outre le côté que c'est super fun évidemment, mais comment tu te retrouves à ouvrir un truc à Taïwan par exemple? écoute, des contacts, tu une demande, et puis. Quand tu as bah, quelqu'un qui t'appelle qui te dit tout tiens, à fait. j'aimerais bien ouvrir une ouais, boutique. tout à fait. Et donc, ben, bon, on demande un peu plus de renseignements, et puis on se rencontre, et puis finalement, on ouvre, et je me retrouve à Taïwan avec ma collaboratrice pour l'ouverture de la boutique, on fait l'exportation, et on envoie, et avec quelque chose de magnifique. Hein, Mais bien ça, sûr. ça doit être quelque chose aussi Ouais. d'exporter du chocolat depuis Verviers C'est jusqu'à assez là-bas. compliqué, ouais, tout à fait. Et surtout pour un artisan qui n'a pas toujours le support au bureau, etc., et toutes les données pour faire de l'exportation, etc. Donc tout ça, ça s'apprend. Maintenant, on commence à être bien, puisqu'on exporte au Japon depuis plus de 16 ans maintenant. Donc voilà, on a quand même une bonne expérience, mais ça reste quand même compliqué de rentabiliser une boutique. On ne Ouais. se rend pas toujours compte, mais quand on a une boutique, il faut qu'on paye le loyer, les énergies, le personnel, en vendant du chocolat. Ah ouais. Donc il faut réussir à faire un chiffre quand même assez important. On n'achète pas du chocolat non plus tous les jours. En Belgique, heureusement, le chocolat, je pense que c'est le cadeau numéro un. Donc ça permet d'avoir une vente qui peut être correcte pour rentabiliser. Mais à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je pense qu'on s'est ramassé sur quelques beaux projets. Le projet de Singapour, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si tu vois le Marina Bay Sands, Ouais, ouais. avec la piscine en forme de bateau Ah oui, au-dessus des en haut, 3 ouais, tours. ouais. J'étais là-dedans, quoi. Il y a un centre commercial dingue. en dessous. À l'ouverture du centre commercial, j'ouvre ma boutique là-bas, quoi, avec Prada, Louis Vuitton, etc. Mais c'est un truc de fou, quoi, quand tu y réfléchis. Alors, justement, outre le côté fun, qui ne paye pas, mais qui est quand Oui, même oui, sympa, c'est ça. Ouais. je veux dire, qu'est-ce qui peut te motiver à un moment donné quand même à le faire? C'est parce que le fait, pour tes clients belges par exemple, le fait de savoir que tu t'exportes et que tu es présent dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est important, tu crois? Ah, je ne sais pas, parce que le client belge, je pense qu'il aime bien la proximité avec justement son chocolatier, le connaître. Il ne Oui. veut pas qu'il soit trop gros non plus. Donc, moi, je veux rester aussi un artisan et je n'ai pas envie de trop grossir. Après, c'est vrai que quand tu as des opportunités pareilles, c'est difficile de dire non, parce que tu te dis, waouh, c'est un rêve, quoi, tu vois. Évidemment. Aller dans des pays comme ça, moi, j'avais jamais été à Singapour, et puis on se dit, bah, pourquoi pas, et puis on y va. Et au fond, on se dit, on verra bien ce qu'il adviendra.
qu'est-ce qu'on risque finalement de perdre un peu d'argent, mais au-delà de ça, c'est encore des expériences de vie fantastiques, des rencontres humaines, enfin à chaque fois c'est des beaux projets de toute manière. Donc, alors d'autant plus qu'on est sur une culture qui est quand même bien différente de la nôtre. Oui, tout à fait. Et il y a un truc qui est hallucinant, c'est qu'en fait là-bas, les chocolatiers en fait c'est des rockstars. Non mais sérieux, c'est vrai. Ouais, au Japon beaucoup. Ouais. C'est au Japon. Où tu t'es retrouvé en fait dans des séances de dédicaces. Ouais, tout à fait. Où tu dois signer des boîtes de chocolat. Ben, je dis souvent quand j'ai la semaine surréaliste, hein, c'est quand je vais au Japon parce qu'au moment de la Saint-Valentin, on t'annonce dans les magasins où tu es vendu et puis les gens viennent pour faire signer leur boîte de chocolat, tu vois. Ça c'est pour nous évidemment ça paraît, mais bon on le fait avec plaisir parce que là aussi on rencontre les gens, on voit qu'on leur fait plaisir en signant, etc. Et c'est des vrais fans de chocolat là-bas, donc ils viennent vraiment parce qu'ils apprécient ton produit et qu'ils ne le retrouvent en général qu'une fois l'année au Japon, au moment de la Saint-Valentin. Et d'une année à l'autre, ils veulent découvrir la nouvelle collection. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire et c'est impressionnant. Pierre Marcolini au Japon, lui, il s'est carrément plus promené en rue tout seul, à mon avis, tellement il est connu. Et Pierre, c'est incroyable, quoi. Au Japon, c'est un dieu, quoi. C'est une méga star. Mais alors, c'est bête, j'ai plus les chiffres précis avec moi ici, mais je sais que j'avais déjà lu un article où j'étais très étonné, où en fait, on disait qu'en Belgique, parmi l'ensemble des touristes, donc personnes qui ne résident pas en Belgique, eh bien, toutes les personnes asiatiques font partie en réalité de numéro 1 en termes d'acheteurs pour ramener au pays en souvenir, etc. Mais évidemment, le prix au Japon est 4 ou 5 fois le prix de la Belgique de vente. Donc tu imagines qu'ils viennent, ils prennent pour ramener au pays. Tiens, j'ai une vraie question qui me passe par l'esprit. Quand on va se promener aux alentours de la Grand Place, là c'est blindé de chocolatiers, tu vois des fontaines en chocolat, il y a des mannequin pieces en chocolat absolument à tous les coins de rue, etc. Machin. Le sentiment que moi j'ai, mais donne-moi ton avis de professionnel, c'est que là-dedans, tu dois vraiment avoir des... Alors je ne peux pas dire le mot parce que c'est pas très poli, mais enfin des trucs pas de top qualité. Non, mais c'est clair. Et puis il y a quelques produits qui sont peut-être probablement sympas, peut-être à découvrir, je ne sais pas. Mais c'est un peu toute la difficulté de légiférer là-dessus qui est problématique parce que on a essayé de le faire il y a 10-15 ans, je ne sais plus, avec le logo en bas, je pense que c'était, qui essaie de définir un peu une charte autour du chocolat avec fabrication belge, etc. C'est vrai qu'autour de la Grand Place, surtout de tout. Hein, il y a des chocolats qui sont fabriqués en Chine, je suis certain, qui sont rapatriés. Je trouve ça hallucinant parce que pour un touriste qui vient en Belgique, où il associe la Belgique évidemment aux frites et au chocolat, je me dis, il se retrouve en fait en main à ramener en fait dans son pays un chocolat qui est finalement de piètre qualité. Tout à fait. Tu vois, mais c'est des abus qui peuvent exister dans tous les domaines et c'est très difficile de pouvoir légiférer là-dessus en fait. Production au chocolat de la maison Darcy, 20 tonnes par an. Ouais. Mais juste chocolat, hein, il faut s'imaginer que le chocolat c'est juste une partie de la masse des ingrédients qu'on met dans le produit, parce que tu as la crème, en fait la pâtisserie, tu as la crème, le lait, je veux dire le beurre, les noisettes et tout le reste. Donc ouais, ça fait quelques tonnes l'année en fait. Hein. Je trouve ça dingue. Bon Jean-Philippe, on a parlé boulangerie, on a parlé pâtisserie, on a parlé chocolat. Il faut qu'on parle absolument de ce petit produit. De ce truc-là, qu'on appelle gentiment un macaron. Parce que l'histoire est quand même hallucinante. Ouais. Le macaron, au départ, c'est français. Oui, tout à fait. Et l'histoire raconte qu'un jour, tu es en France, tu es avec des collègues pâtissiers, tu apprécies leurs produits, et tu te dis, tiens, mais c'est marrant, en Belgique, il n'y a personne qui fait ça. C'est vrai ça? En fait, je rentre dans l'association Relais Dessert en 2004. Et je fais mon premier séminaire et je rencontre Pierre Hermé, je rencontre... Relais Dessert, c'est quand même le top du top de la pâtisserie au niveau mondial. Oui, pour la petite histoire, je fais mon admission au Relais Dessert, tu vois, on devait faire une présentation, on devait faire un gâteau, la spécialité de la maison, le glacer devant les 100 pâtissiers, tu vois, le décorer, faire une pièce au chocolat. Et donc, je suis en train de faire ma démo. À ta place, c'est qui? Pierre Hermé. T'es comme ça, quoi. Pour moi, c'est un dieu. J'étais comme ça. Mais bon, ça s'est super bien passé et j'ai pu rentrer dans cette fabuleuse association qui est une association en fait qui nous permet d'échanger 2 ou 3 fois à l'année, même plus, puisqu'on peut s'écrire, on peut se téléphoner, on peut se visiter. Et ça, c'est chouette. Quoi. Il y a une vraie entente. Enfin, j'imagine que c'est comme dans tous les groupes, il y a des gens avec qui tu as plus d'affinité que d'autres, mais
Ouais. Il y En a fait, pas de concurrence. c'est l'ADN de l'association, c'est vraiment le partage et sans limite, quoi, tu vois. Donc, Ouais. je veux dire, on est vraiment dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, dans le recrutement, ça fait partie du recrutement, quoi, tu vois. Il faut des parrains, etc. Donc, si tu n'es pas dans cet esprit, tu es un peu connu pour une réputation un peu isolée, etc., en général, tu ne vas pas rentrer dans l'association. Mais pour en revenir au macaron, le macaron, ben, effectivement, je suis à l'association. Et je découvre qu'ils font tous des macarons. Tu sais, on parlait déjà de la durée à l'époque. Hein. Pierre Hermé, moi je l'ai suivi chez Fauchon quand il était chef pâtissier chez Fauchon, puis il est passé chez La Durée. Et tu sais, le macaron à la base, c'est les coques de meringues aux amandes qu'on collait simplement à la sortie du four. Il n'y avait pas de crème, etc. Et c'est La Durée, c'est Pierre Hermé quand il était chez La Durée ou chez Fauchon, je ne sais pas, qui a commencé à mettre des confitures dedans, des ganaches, etc. Et puis ça a pris son essor vraiment incroyable chez La Durée, parce que Pierre a fait une collection, mais je me souviens, sa première collection, Pierre Hermé, c'était 4 macarons, quoi, tu vois. Et puis après, ça s'est développé. Et donc, je suis arrivé dans les relais desserts, ils cartonnaient tous avec ça, mais c'était un produit de fou, quoi. C'était la folie du macaron à Paris, etc. On est en quelle année? 2004-2005, ouais. Ok. Oui, ça fait 20 ans, quoi, tu vois. Et donc, ça fait 20 ans que je fais des macarons. Je ne te raconte pas le nombre de macarons qu'on a fait. Non, j'arrive, donc je me dis, bah, je rentre du séminaire, je dis à ma femme, je dis, mais on va faire des macarons, on va cartonner, ils cartonnent tous en France. Donc, personne n'en faisait ici personne n'en faisait. Alors, au début, faire un macaron, maintenant, ça paraît hyper simple parce que tout le monde connaît tous les petits trucs qu'il faut, mais au début, c'était pas évident de réussir les coques comme il faut. D'avoir la collerette et tout ça. La collerette, etc. Tu vois, donc, je me casse un peu les dents dessus, mais bon, on trouve des recettes. Et puis je mets mes macarons en vente. J'avais fait un petit flyer, tu vois, pour distribuer au magasin, pour expliquer le produit, les goûts, etc. C'était top. Et je mets dans mon comptoir, je ne vendais pas. Mais attends, il y a juste, avant qu'on arrive sur ce point-là, il y a aussi, je trouve un truc qui est ultra dingue et en fait une idée de génie. C'est ce que tu mets toi dans le macaron, en fait tu le belgicises, entre guillemets. Oui, mais c'est le but aussi. Tu me dis, tu as les bisous de Malmedy où on met de la crème au beurre. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'ici dans la région, le baiser de Malmedy, c'est très connu, et c'est de la crème au beurre. Mais je dis, mais à l'époque, le macaron, c'était soit une ganache, soit une confiture. Ils ne mettaient pas de crème, tu vois. Je me dis, je vais mettre de la crème au beurre, puis j'essaye, mais ça ne va pas parce qu'une crème au beurre classique d'un pâtissier, il n'y a pas assez d'humidité dedans pour remouiller correctement les coques. Donc je teste, ça ne va pas, je me dis, zut. Mais je dis, bon, il faudrait que ce soit plus humide, comment je peux faire? Je réfléchis évidemment, parce que ça trottine dans ta tête et tu vas te coucher le soir, tu te dis, ça ne va pas, il faut que j'y arrive. et donc je me dis, ben, je vais essayer la crème des Manons. Je suis pâtissier chocolatier, donc je connais un peu les recettes. Je me dis, la crème de Manon, c'est très simple. À la base, une Manon, la crème à l'intérieur, c'est un tiers crème fraîche, un tiers sucre fondant, c'est du sucre blanc en pâte, là, et puis un tiers beurre. Et tu mélanges tout ça avec de la vanille, et puis tu fais ta Manon, et puis tu enrobes soit de fondant, soit de chocolat blanc, comme la célèbre marque Léonidas. Et du coup, ben, je me dis, ben, je vais tester ça, et je fais ma première crème, tac, je fous, et puis je goûte le lendemain, parce que le macaron, ça doit maturer 24 heures. Puis ça fonctionnait. Je me dis, mais chouette, super, je vais pouvoir faire avec ça, et je fais mon macaron vanille avec ça. Puis je me dis, ben, les gens, au lieu d'apprécier avec ça, ben, je vais tester autre chose. Donc, j'enlève la crème, je mets du jus de fruits, de la purée de framboise, ou hop, purée de fraises, hop, et ça fonctionne super bien. Donc, j'arrive à faire des émulsions, en fait, avec du fruit et du beurre, qui donne une texture. Alors, moi, j'aime bien en parler parce que, en fait, c'est une texture qui me fait, encore une Madeleine de Proust, qui me fait penser à mon enfance quand je mangeais les petits gervais. Tu te souviens des petits gervais là? Moi, les petits gervais, oui, tout à fait, les petits pots de couleur, là. Et on ouvrait ça, et cette texture en bouche qui était très agréable, très rassurante, en fait, tu vois, parce que la nourriture, c'est aussi ça, c'est pas simplement du goût, c'est aussi des sensations, c'est aussi de l'émotion, et tu vas me dire comment on peut avoir des émotions avec un petit gervais, mais si, c'est bon, et quand tu goûtes ça quelques années après et que tu ressens cette émotion-là, tu te dis, ah ben oui, et donc, je ressentais un peu ça quand j'ai fait mes crèmes. Je me dis, mais top, je continue dans cette direction-là. Et j'aurai au moins des macarons différents de tout le monde parce que j'aurais créé les crèmes au beurre. Et j'ai aussi travaillé un peu mes coques parce que les coques, en fait, de macarons que je fais, je fais fort retomber ma masse pour qu'elles soient plus plates, en fait. Pourquoi? Parce qu'elles collent un peu aux dents, tu vois. Il y a plus de mâche. Il y a moins d'air dedans, donc elles collent un peu aux dents. Mais c'est un côté très sympa de la dégustation aussi, je trouve. Et alors, ce qui est
vraiment hallucinant dans ton histoire avec les macarons, c'est que tout se passe en fait à une semaine près. Ouais. C'est fou ça. Alors, je te grille un peu, je suis désolé, mais je suis impatient de raconter cette histoire parce que je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Darcy, pour certaines personnes, peut-être qui regardent cette vidéo, c'est d'abord des macarons. Il faut savoir en fait qu'il a vraiment failli arrêter ça. Parce qu'au début, il n'en vend pas, il n'en vend pas. Ça ne marche pas, il en donne plus qu'il en vend. C'est ça que tu m'as dit. Oui, tout à fait, oui, parce que tu sais, un macaron, c'est une mini pâtisserie, donc ça se garde un jour ou deux vraiment dans l'état idéal pour déguster. Donc, on met un jour dans le comptoir, le lendemain, c'est pas vendu, on se dit, on va le mettre sur le comptoir pour faire goûter, pour lancer le produit, ou avec le café au salon de dégustation, et on fait ça, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens, je sais pas, ils accrochent pas sur les couleurs, etc. Ils achètent pas du tout. Et je dis à mon époux, je dis, écoute, on va arrêter, c'est bon. On a essayé 1 an, ça faisait 1 an qu'on en faisait. Hein, donc ça fait 1 an, on a donné des macarons pendant 1 an. Et on vendait pas ou presque rien, quoi, tu vois. Et puis je dis, on va arrêter. La semaine prochaine, on arrête, c'est bon. Et puis une émission sur Envoyé spécial, 3 dames qui font le tour des spécialistes du macaron à Paris, hein, chez La Durée, chez Hermé, etc. Et du jour au lendemain, ça démarre. Donc TF1 diffuse un reportage, la semaine où tu te dis fin de semaine j'arrête. C'est ça. Et ça fait exploser tes ventes. Oui, tout à fait. Parce que les clients belges, en fait, se sont dit oui, on a déjà vu ça à peu près là chez Darcy, il a un produit, ça doit être ça. On va peut-être retourner goûter. C'est ça. C'est ça qui se passe. Ils se sont rendus compte que c'était hyper tendance à Paris. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, il y a un truc là, ils en fait déjà chez Darcy, on va aller goûter, tu vois. Et du coup, ça a démarré. Et puis moi, comme j'étais déjà en place avec ma production, etc., je me dis, ok, ça prend, je relance des goûts en plus. Et donc, on est monté à une gamme maintenant, je pense qu'on a 18 ou 20 sortes de macarons. Et c'est devenu le produit phare de la maison. Hein. Je veux dire, ça, on ne peut pas se le cacher. Je pense qu'on dit Darcy, les gens ils pensent d'abord macarons, en tout cas sur la province de Liège. Et puis maintenant, chocolat, parce qu'on a créé la chocolaterie. Mais sans ça, Darcy n'est pas ce qu'il est à l'heure actuelle, ça c'est sûr et certain. Parce que... Tu vois, en fait, c'est bête, mais ça c'est un truc, mais vraiment, hein, sans rire, c'est un truc qui me passionne. Ces momentum, ces petits hasards de la vie. Genre, il y a quelqu'un chez TF1 qui se dit, ouais, peut-être la période, etc., on va faire un reportage sur les macarons, ça va bien passer. Et en fait, sans le savoir, c'est ce reportage qui va aider au démarrage d'une activité qui aujourd'hui fait vivre quand même un certain nombre de familles. Oui, tout à fait, mais c'est dingue. Mais c'est comme on le disait tout à l'heure, la vie est faite de moments. Ouais. Il faut être là au bon moment et au bon instant, avec la bonne idée, et c'est ça qui fait aussi la réussite, quoi. Juste pour terminer avec les macarons, parce que ça, je trouve ça aussi assez dingue, c'est qu'en fait, tu fais des goûts qui sont temporaires aussi. Oui, on fait des éphémères, évidemment, pour faire tourner la gamme et amener un peu des... Genre, par exemple, pour le moment, là, évidemment, avec l'ouverture de la foire de Liège ce week-end, on lance ce samedi le macaron au Lacmant. Au Lacmant, évidemment, c'est clair. Tiens, petite question, j'ai eu l'occasion, une fois, invité chez des gens, de goûter un macaron. Les gens me disent, tu vois, c'est un macaron de chez Darcy, barbe à papa, une tuerie. Oui, mais ça en fait partie. On a aussi un chocolat beurre de cacahuète, tu vois, enfin voilà, un peu sucré-salé, tu vois. On sort comme ça, on a crème brûlée aussi, voilà, on les ressort une fois de temps en temps. En général, il y a 10 éphémères sur l'année, quoi, parce que pendant les vacances, souvent, on n'en fait pas. Ou on sort au début de l'été, plutôt dans le cocktail ou quelque chose ainsi, pour dire d'amener un peu de fraîcheur. Mais c'est vrai que pendant l'année, c'est plus ou moins un éphémère par mois. Et est-ce que, alors, soit toi, soit ton équipe, vous vous mettez une pression dans le sens où il faut impérativement, pour pouvoir continuer à vendre, créer de nouveaux goûts de façon régulière? Je pense pas qu'il faut obligatoire. Je pense pas qu'il faut nécessairement les avoir parce que nos clients aiment les macarons qu'on a, mais ça permet de faire parler de soi et ça permet aussi de réinviter les clients à goûter autre chose. Et ça, c'est important. On est justement dans une époque où les gens ont besoin de zapper tout le temps, de nouveautés tout le temps, avec toute l'information qu'on reçoit en permanence. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Je pense que quand on ne bouge pas, en fait, on perd des clients. C'est comme dans tout. Quand tu n'avances pas, tu recules. Parce que les autres avancent et toi, tu n'avances pas. Donc, il faut continuer à avancer, créer, innover. Voilà. Et puis pour les équipes, pour le travail dans les labos, etc., c'est aussi très amusant de pouvoir changer, de pouvoir créer, de pouvoir s'amuser simplement au labo. C'est ça. C'est vrai que quand
quand on visite un peu tes ateliers, etc., on se rend compte en fait que ton équipe vraiment prend plaisir à ça, Ouais. à innover, à essayer des choses, etc. C'est une espèce de, à côté, j'imagine qu'une fois que la production est faite, c'est aussi une espèce de labo je dirais, Oui, à mais temps ça ouvert, se fait quoi. même pendant le travail, parce que en fait, quand on fait une nouvelle création, on se rassemble avec chaque atelier et puis on en parle et puis on fait des tests pendant le travail, etc. Donc, Ouais. mais je trouve que c'est tellement important dans nos métiers pour sortir de l'ordinaire, quoi, je veux dire, parce qu'alors ça devient aussi un métier à répétition, puisque quand même on fait des pâtisseries tous les jours, on fait des macarons tous les jours, on fait Ouais. des chocolats tous les jours. Donc on a besoin de ça pour vivre. Et encore, on a de la chance parce que dans nos métiers extraordinaires où on a une satisfaction personnelle incroyable, parce que tu crées quelque chose de A à Z en une journée avec un résultat gustatif, visuel, etc. Ouais. Il y a peu de métiers qui offrent ça, tu vois. C'est vrai. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que tu es sur un produit en plus où tu as un retour qui est rapide, hein. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. C'est top. Ouais, franchement, c'est pour ça que je suis toujours à dire, ben, c'est un des plus beaux métiers au monde, parce que c'est vrai que c'est incroyable, hein. Mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, cette notion d'émotion, etc., de réconfort. On sait que le sucre, c'est quelque chose qui réconforte. Ouais. Donc quand tu apportes un produit comme ça qui est sympathique, c'est vrai que tu fais beaucoup de bien. partage, de fêtes, on est dans les fêtes, on est dans les Ouais. communions, dans les anniversaires, des fois un peu dans les décès aussi, malheureusement avec les gâteaux Ouais. d'herbier, mais tu vois, on fait partie de la vie des gens. Ouais. Un boulanger, pâtissier de village, un chocolatier, c'est des cadeaux aussi, tu vois. Tu es là Donc, dans tous les grands moments, en fait. ouais, c'est ça, et je trouve que c'est déjà un bonheur rien que pour ça, quoi. Juste pour terminer sur cette partie avec les macarons, je trouve la production impressionnante. On est à 1 200 000 macarons produits par année. Ouais, tout à fait. Ça fait du macaron. Tout va bien? Oui, tout à fait, ouais, Ça se très passe bien. T'as vu on est sage en fait. Mais on n'a même pas encore goûté. Regarde, on a un décor qui est extraordinaire. Il y a des macarons, il y a des chocolats, il y a Des des. petits lards. Comment t'appelles ça? C'est Des lards? guimauves, Des des guimauves. guimauves, oui. C'est marrant, tiens, ça c'est un nouveau produit ou c'est un produit que tu fais depuis Non, longtemps, je ça le fais depuis des années, des années. On a une petite gamme comme ça, on a ça avec 4 ou 5 goûts et voilà, c'est. Ouais, c'est génial. En tout cas, c'est très joli. On va en arriver déjà presque à la fin de cette interview. Le but, au départ, c'était vraiment de parler de toi et d'essayer de comprendre un peu dans ton parcours ce qui avait pu peut-être t'amener en fait au résultat que tu as aujourd'hui. Ouais. Et quand on parle, souvent on t'interroge d'ailleurs là-dessus, on te demande quelles sont les clés du succès, c'est quoi ton secret, etc. Et en fait, tu dis à chaque fois deux choses. La première, combinaison de plusieurs ingrédients. Ouais. Dans les ingrédients que tu cites, tu parles du temps, de la chance, du travail, de l'ambition, des rencontres et de l'entourage. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un deuxième aspect, on y reviendra dans un instant. Mais je m'arrête juste là-dessus. On dit que pour pouvoir réussir en affaires, c'est très important de pouvoir bien s'entourer. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Ah, complètement. Une entreprise, c'est justement une somme de talents qui permettent d'avancer. Et un seul homme ne peut pas avoir tous les talents, au contraire. Et moi, je suis pâtissier à la base. Je ne suis pas manager, je ne suis pas comptable, je ne suis pas. Oui, tu peux pas être compétent Voilà, dans je ne tout. suis pas dans le marketing, donc je ne peux pas apprendre tous ces métiers. Alors je les apprends sur le tas, mais je veux dire, j'ai besoin de gens plus compétents que moi pour m'aider à avancer, ça c'est sûr. La question que moi je me pose, c'est ok, on est d'accord qu'il faut, entre guillemets, d'autres talents, il faut s'entourer d'autres personnes. Mais comment on fait pour bien s'entourer? Ça t'est arrivé, en plus, toi, dans ton parcours, de t'entourer de mecs qui ont failli te faire couler, quoi. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Non, mais tu vois, donc c'est ça, en fait, qui est difficile, je trouve. C'est quand il y a une histoire d'homme là derrière, c'est-à-dire que tu fais confiance aux gens, mais qu'est-ce qui fait que certains arrivent à trouver les bonnes personnes pour s'entourer et que par moment, en fait, tu es tout à fait à côté de la plaque? Tu as un radar? Non, je n'ai pas de radar et comme tu le disais, je me suis trompé quelques fois aussi dans ma carrière sur des gens qui sont venus travailler dans la boîte et qui finalement, je me suis rendu compte, avaient joué un jeu un peu parallèle au niveau des… Mais non, c'est souvent du feeling. Je veux dire, il faut que… Tu sais, on reste une entreprise familiale, artisanale, et donc on doit sentir que la personne en face de soi est prête à nous faire confiance et nous, on doit être prêts à leur faire confiance, tu vois. Et en fait, je pense que dans une discussion de 30 minutes, tu arrives déjà à percevoir un peu ça. Après, tu découvres si c'était faussé ou pas par la suite. Mais
voilà, je pense que tu peux quand même sortir un peu sortir un les peu les gens, gens. la sensibilité des gens, si ça peut matcher ou pas. Après, comme je te l'ai dit, on s'est trompé pas mal de fois aussi, hein, mais voilà, il faut de temps en temps. Et peut-être aussi que, tu sais, en tant qu'artisan, on n'a pas toutes les structures pour faire des interviews d'embauche vraiment carrées, Ouais. plus poussées. Est-ce que ça amène vraiment quelque chose ou pas? Des fois, j'y pense parce que je me dis, oui, mais il faudrait quand même structurer un peu plus l'interview, etc. Puis je me dis, mais dans une interview, on raconte un peu ce qu'on veut. On C'est peut vrai. jouer une scène. Ouais. Donc, je préfère une discussion, vraiment un livre ouvert avec la personne et parler et se lâcher un peu plus pour essayer de la découvrir un peu plus, quoi, tu vois. Et je pense que souvent, ça me ramène plus d'informations qu'une interview trop carrée, quoi, tu vois. C'est marrant ce que tu dis parce que allez, ça vient des États-Unis en fait ce truc-là. Il y a pas mal de recruteurs aussi qui préfèrent en fait, au lieu de faire un entretien carré dans un bureau, ils invitent en fait les candidats au resto Ouais, pour voir comment le mec se tient, pour voir un petit peu ce qu'il boit, s'il part directement sur de l'alcool ou pas. Et parce que forcément, tu es dans un contexte, on en revient à ça, la nourriture, le côté convivial, réconfortant, Ouais. ben, on se lâche un peu plus, Oui, un c'est peu plus clair. naturellement, quoi. Après, pour les labos, par exemple, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est le savoir-faire. Ouais. Les diplômes, peu m'importe. Oui. Ce que je veux, c'est voir ce qu'ils sont capables de faire dans le labo. Et ça, c'est important. Donc, on fait descends, un tu fais un test. test. Oui, c'est ça, on fait un test au labo. Et puis là, on voit déjà de quoi la personne est capable. Mais il faut, au-delà du travail, comme on le disait tout à l'heure, il faut cette confiance, il faut ce côté aussi communication qui doit être aussi importante pour que ça se passe bien, en fait. Donc je reviens sur les ingrédients que tu cites comme étant importants pour avoir du Il y succès. en a encore plein d'autres, hein, mais Il y en a vas-y. plein d'autres, mais donc temps, chance, travail, ambition, rencontre, entourage. Je m'arrête 2 secondes sur la notion du temps. Une journée de Jean-Philippe Darcy en 2024, ça ressemble à quoi? Tu te lèves à quelle heure? À 2024, je me lève à 5-6 heures, ça dépend un peu des jours. Je descends ici souvent, 5 heures, parce que je descends souvent vers 6 heures. Parce que j'ai encore des équipes qui font la nuit, donc j'aime bien te les voir quand même le matin avant qu'ils ne partent. Je ne les vois pas tous les jours, toujours, tu vois. C'est important d'avoir un contact avec chaque membre de personnel? C'est hyper important, quoi. Et souvent, c'est ça la difficulté, parce que quand je faisais vraiment les nuits, 4 heures du matin ou bien les nuits, Oui, t'es crevé pour voir tout le monde en journée, quoi. ça fait des journées vraiment trop longues, parce qu'après le travail, tout le monde au bureau, tu as la réunion là, puis on te remet une réunion après, donc ça commence à faire long. Donc maintenant, et puis j'ai une famille aussi, donc voilà, j'aime bien quand même profiter de ma famille, et donc voilà, 6 heures c'est déjà bien, je veux dire, c'est déjà une belle heure pour commencer. Je descends, je dis bonjour à tout le monde, je vais dans le bureau ouvrir quelques mails, je fais le tour des ateliers, je regarde avec les équipes ce qu'il y a comme travail, on fait des tests, on distribue le travail, enfin voilà, c'est vraiment une journée classique. Et puis après, il y a toute la partie administrative, bureau, les réunions pour les nouveaux emballages, les réunions pour les fêtes. Je te disais, hier, lundi et mardi, on a fait tout le shooting pour les fêtes. Et c'est un travail de fou, il faut préparer tous les produits à l'avance. Et puis pouvoir les shooter, pour mettre dans le catalogue. Maintenant, on va attaquer le catalogue. C'est toi qui fais le shooting? Non, on prend vraiment un photographe professionnel, parce qu'il faut que ce soit top. En fait… Mais c'est quand même organisé ici en interne. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je le disais, quand on t'interroge sur la notion du succès, sur comment on fait pour avoir une entreprise qui est pérenne, comment tu as fait pour en arriver là, il y a 2 choses. Il y a les ingrédients, ça on en a rapidement parlé. Et puis il y a quelque chose que j'ai trouvé particulièrement touchant. Ton papa disait souvent, la chance sourit aux audacieux. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu n'as jamais oublié, ça. Non, c'est vrai que mon papa, il le disait souvent, en fait. Et bon, il est parti bien trop tôt, parce qu'il est parti à 68 ans d'un cancer. Il a eu l'occasion de voir ton succès ou pas? Oui, mais il n'a pas eu l'occasion de voir la chocolaterie. Ça, c'est peut-être mon plus gros regret, parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant plein d'années. Et il disait souvent ça, et ça m'a toujours resté gravé, en fait. Et c'est vrai que, comme je le disais, j'étais assez timide quand j'étais gamin. Et cette phrase-là, je pense qu'elle m'a aidé à sortir de ma timidité, justement, et à pousser les portes. Parce que pour avancer et pour créer, il faut pousser les portes. Comme je disais tout à l'heure, quand tu n'avances pas, tu recules. Et pour avancer, il faut pousser les portes, aller demander, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Il faut oser, tu vois. Oser, c'est important. Alors,
Bien sûr, on se plante. Regarde, on a fermé Singapour, on a fermé Marbella, on s'est planté plein de fois. Il y a d'autres boutiques à Bruxelles aussi que j'ai ouvert. Mais si tu ne fais pas, tu ne sais pas savoir si tu peux réussir. Et moi, je préfère oser et puis arrêter parce que ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas eu le bon endroit, parce que ce n'est pas le bon moment, etc. Mais tu en tires les conséquences, mais tu n'apprends énormément. Quoi, Oui, tu vois? en fait, tu gagnes en expérience. En expérience. Ouais. Et à l'âge où j'ai, à 53 ans, je pense que j'ai une expérience énorme sur comment ouvrir une boutique. Sur ma vie, j'en ai ouvert plus de 20. Oui. Je t'assure que quand je vois un emplacement, je peux dire, là c'est un bon emplacement, là j'irai pas parce que ça va pas, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi à trouver des emplacements de temps en temps, parce que je veux que ce soit top, mais il faut aussi que ce soit un loyer correct, tu vois. Ouais. Or, les beaux emplacements, souvent, ils sont à un prix bien trop haut pour un chocolatier, tu vois. Mais c'est en fait, allez, l'entrepreneur de façon générale est quand même confronté à énormément de défis. Je dirais, tu parles des emplacements des points de vente, oui. Ouais. Aussi trouver du personnel. Oui, aussi. Hein. Je veux dire, des gars sur qui tu peux compter. Parce que bon, tout à l'heure, on a abordé en partie ce sujet-là par rapport aux gens qui fabriquent les produits. Oui, tout à fait. Mais les gens qui vendent les produits sont quand même les premiers ambassadeurs. Tout à fait, oui. Il faut trouver. Mais effectivement, il faut. Et quand tu grandis aussi, c'est difficile à gérer, ça, tu vois, parce que tu as plusieurs boutiques, tu ne sais pas passer dans toutes les boutiques tout le temps, donc il faut créer une structure qui puisse permettre de garder le contact. Il faut déléguer, il faut trouver les bonnes personnes justement pour faire le tour, pour réussir à faire passer le message que toi tu veux passer. Or oui, je passe dans les boutiques, mais je ne passe pas chaque semaine dans chaque boutique, quoi. C'est impossible, quoi, tu vois. Donc maintenant j'ai quelqu'un qui fait le tour, qui est un ami proche, on se connaît depuis qu'on est gamin, il sait ce que moi je ressens et il a compris ce qu'il devait faire passer comme message, etc. Et ça c'est super important. Et dans les ateliers c'est un peu pareil, quoi. Il faut vraiment trouver les belles personnes qui ont compris quel était ton ADN dans ta pâtisserie, dans la gourmandise, dans tout ce que tu fais et qui connaissent un peu la maison, quoi. Donc il faut bien s'entourer. Ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est hyper important. C'est un élément primordial. Ouais. Tiens, finalement, tout à l'heure, on parlait de ton temps de travail. On sait que tu démarres vers 5-6 heures du matin à tes journées. À quelle heure tu les finis? Ça dépend, évidemment. C'est souvent, au plus tôt, c'est 5-6 heures. Ouais. Puis des fois, tu vois, hier soir, c'était 2h30. Tu vas me dire, ouais, après, c'était du travail qui s'est un peu terminé en fait, mais ça arrive aussi parce que ça fait partie du boulot, des relations commerciales aussi, de contacts, du réseau. Donc, il faut pouvoir faire ça aussi. Donc, c'est vrai que quand on est indépendant, tout de même, on ne compte pas 16 heures. Hein, je veux dire, autrement, on ne fait pas indépendant. Si on veut compter 16 heures, et puis la grosse force de faire ce qu'on aime, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler. C'est vrai. Donc, je veux dire, moi, je peux faire des journées de 14-16 heures sans problème. Si je m'amuse, ce n'est pas un problème. Alors, justement, je me posais cette question. Je me dis, au départ, toi, quand tu démarres ta carrière, tu fais des études pour façonner le produit, quoi, pour être boulanger, pâtissier. Aujourd'hui, tu es davantage, j'ai le sentiment en tout cas, devenu manager, quoi. Je veux dire, il y a combien de personnes? C'est une cinquantaine? Oui, une cinquantaine, petite cinquantaine. Ça fait quand même, je trouve, une énorme responsabilité. Tout à fait. Je veux dire, j'imagine une pression salariale qui est quand même importante. Il faut que ça se vende. Il faut que ça rentre, oui, tout à fait. Donc, je veux dire, le manager, il n'y a pas non plus que des côtés négatifs, il y a plein de côtés positifs, j'espère en tout cas. Oui. Mais toujours est-il que c'est un métier qui est bien différent quand même que le métier de base, qui est celui que tu as appris. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux, toi, là-dedans? Je suis moins heureux qu'en étant pâtissier. C'est vrai? Oui. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir. Donc, je ne vais pas dire que je suis malheureux, tu vois. Je suis quand même heureux de faire ça, mais je suis plus heureux quand je suis au labo et que je fais des pâtisseries. Maintenant, c'est de plus en plus difficile parce que, des ateliers, on fait plusieurs métiers, donc je ne peux pas être dans tous les ateliers non plus tout le temps. Je peux être à la boulangerie, à la pâtisserie, à la chocolaterie, au macaron en même temps. Ouais. Tu vois, donc je ne vais pas me diviser. Donc c'est pour ça qu'en général, je passe dans tous les labos et je vais travailler un peu là, un peu là, un peu là, de manière à voir un peu tout le monde, aussi parler avec tout le monde, c'est important aussi. Mais voilà. Mais le métier de manager me plaît bien quand même. Mais je trouve que c'est celui où j'ai peut-être appris plus sur les 20 dernières années. Et où je me rends compte que j'ai encore tellement à apprendre. Ouais. Parce que les époques sont complètement différentes aussi de quand j'ai commencé et de maintenant. Il y a eu le Covid entre, les mentalités ont changé, la génération Z a une autre mentalité, alors ils n'ont pas forcément tort dans ce qu'ils disent et ils doivent profiter de la vie. Donc
voilà, peut-être C'est que ça. nous, les anciens, on a peut-être trop bossé, je ne sais pas. Et donc, il faut trouver l'équilibre, mais de toute manière, il faut s'adapter parce qu'autrement, on n'aura plus personne pour travailler. Donc, on essaye de le faire, de changer sa façon justement d'organiser le travail pour que tout le monde y trouve sa place et qu'on puisse continuer à fabriquer et continuer à faire les produits que Darcy a besoin, quoi. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui dans ton métier? Et comme ça, je te pose tout de suite les deux questions, tu peux même y réfléchir Ouais. en y répondant en ligne. Qu'est-ce qui t'embête le plus? Qu'est-ce qui te rend le plus malheureux, quoi? Ah, ce qui m'embête le plus, c'est les contrôles et les taxes, Ouais. ouais, le surplus de taxes, quoi. Je trouve qu'on est trop taxé dans ce pays. Il y a des taxes pour tout. Les gars à l'atelier doivent toucher bien plus que ce qu'ils touchent, tu vois. Ouais. Mais bon, je veux dire, nous, on ne sait pas non plus monter puisqu'on repaye des taxes, etc. Donc, je pense que, j'espère en tout cas que l'État va faire ce qu'ils ont dit aux dernières élections, c'est-à-dire donner au moins 500 € de plus aux gens qui travaillent. Ouais. Ça, ce serait vraiment bien, je pense. Tu m'étonnes. Et par contre, oui, les contrôles, parce que, en fait, les contrôles sont nécessaires et je les approuve totalement. Je parle de l'AFSCA, je parle des prix, et c'est tout à fait normal qu'il y en ait, parce qu'autrement, il y aurait des dérives partout, etc. Mais j'ai parfois l'impression que plus on en fait, plus on en demande, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est plutôt frustrant et énervant, quoi. Parce qu'on se rend compte aussi que c'est pas toujours égal partout, quoi. Donc, voilà. Il Ouais. faut aussi, à un moment donné, quand on voit qu'une maison est bien, qu'elle est là depuis un certain temps, etc., un peu faire confiance, refaire Ouais, confiance. Je trouve qu'on est dans une société où voilà, tout est trop cadré, ça passe par des ordinateurs, des programmes, etc. J'aimais mieux l'époque où on laissait du lest, quoi, tu vois. Tu allais Ah voir ouais. ton banquier à l'époque, il sentait, comme je le disais tout à l'heure, le feeling avec Ah toi, ouais. il disait, ouais, son projet, j'y crois, allez, je le suis. Maintenant, non, tu rentres à la banque, monsieur, tac, 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 on a besoin de ça, tu passes dans l'ordinateur, oh non, désolé, c'est refusé. Mais c'est moins humain, quoi. C'est moins humain. Et on a Ouais. besoin de remettre de l'humain dans notre société, je pense, tu vois. Ouais, Ça, c'est c'est vrai. important. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est marrant que tu parles de ça, tu parles d'humain, parce que figure-toi que je me posais une question, je me dis, on est en 2024, on entend énormément parler d'intelligence artificielle dans plein de domaines, en fait. Tu sais, j'ai un fils qui vient de s'acheter une nouvelle montre connectée et qui me dit, regarde papa, t'as vu, il y a plein de trucs pour la santé. Je dis, bah oui, je dis, ça va, il y a des trucs pour ton battement de cœur, pour ta pression artérielle. Il dit, non, non, il dit, maintenant, il y a des trucs aussi pour la santé mentale. Donc en fait, comment dire, tu as la montre qui te demande à certains moments si tu te sens bien, si tu te sens heureux, si tu te sens malheureux, etc. Et en fait, au bout d'un moment, la montre va te dire, ben voilà, globalement, vous avez été 80% du temps heureux ou malheureux cette semaine, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a une progression, évidemment, de cet outil-là. Je crois que l'intelligence artificielle, ça c'est mon avis, peut être un outil absolument génial dans plein de domaines. Ouais. Mais il faut bien avouer que par moment, ça fait peur. Enfin, tu sais que moi, j'ai des activités d'animateur radio. Ouais. Quand tu vois que j'ai fait le test moi-même, si je dois passer le dernier Shakira, etc., je vais demander à ChatGPT, qui est un outil qu'on connaît tous, je dis, OK, trouve-moi une anecdote qui fait 20 secondes et tu me le sors avec un phrasé, un parler d'animateur radio, il va le faire. Ouais, c'est Tu dis, impressionnant. pouah. Ouais, non. Mais est-ce que toi, dans ton métier, est-ce que tu vois une arrivée de technologie comme ça ou pas encore? Dans les ateliers, pas encore. Dans la recherche des tendances, oui, parce que j'ai déjà aussi tapé sur ChatGPT, donne-moi les dernières tendances en viennoiserie, par exemple, pour refaire une gamme de viennoiserie, pour voir un peu ce qui était tendance. Oui. Voilà, donc oui, pourquoi pas. Mais dans les ateliers, c'est plus difficile à faire, en fait. C'est plus compliqué. Ouais. Tiens, Jean-Philippe, une question que je me posais aussi, c'est le fait de se dire, le fait qu'une entreprise grossisse, avec plus de production, plus de points de vente, etc., comment tu fais pour garder quand même une âme et une qualité d'artisan? Mais en fait, on continue à être artisan, c'est-à-dire qu'on fabrique. Si je regarde les ateliers à l'heure actuelle, je fabrique de la même manière que je fabriquais il y a 26 ans quand j'ai commencé. Ah ouais? La plupart des choses, oui, on s'est peut-être équipé avec une ou deux machines en plus pour faciliter le travail, mais dans le process même, c'est exactement les mêmes recettes et la même façon de faire qu'il y a 25 ans. Et donc, finalement, c'est beaucoup de petits ateliers avec 3-4 personnes qui font que, voilà, on travaille de toute
tout à fait, on travaille tout à fait de manière artisanale à l'atelier, c'est incroyable. Alors ça. Les gens, c'est vrai que la grosse difficulté par contre, c'est l'image que tu peux donner avec ce bâtiment qui est fantastique, qui est assez gros, etc. Donc les gens pourraient avoir tendance à dire oui, c'est un gros truc chez Darcy, ça devient industriel, c'est pas vrai du tout. C'est une grosse production, mais c'est pas industriel. Voilà, c'est une grosse production artisanale. C'est ça. Et donc on reste vraiment artisan, quoi. Tiens, toi qui crées des produits depuis des années, je me dis, tu as plus un profil d'artiste que de manager à la base. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que pour être pâtissier, il faut être créatif. Donc oui. Est-ce que les deux profils artistiques, avec ce côté un peu où ça part un peu dans tous les sens, et ce côté manager qui oblige en fait à être beaucoup plus carré, est-ce que c'est conciliable? C'est difficile, c'est difficile. Je pense qu'on a besoin d'être entouré pour te remettre dans le bon chemin de temps en temps. Parce que moi, je pourrais vite partir en sucette sur un projet, quoi, tu vois. Ouais, parce que je le sens bien. Emballé. Ouais, je suis emballé. Ouais, c'est l'artiste. Oh, ouais, je vois bien ça, on y va, on fonce. Et puis derrière, il faut te recadrer et te dire, ouais, calme-toi un peu maintenant. On va mettre des chiffres derrière l'autre et on va voir ce qu'on peut faire, tu vois. Donc, oui. Mais ça, tu vois, il y a 15 ans d'ici, on l'a dit avec Singapour, on l'a dit avec Bruxelles, etc. Tu me parlais d'un projet, je fonçais direct dedans. Et, tu vois, maintenant, je réfléchis beaucoup. T'es plus sage, hein? Beaucoup plus posé qu'avant, ouais. C'est le privilège de l'âge. Ça ne m'empêche pas de partir en sucette de temps en temps quand même. Et Dieu sait qu'il fait des bonnes sucettes, il a des bons produits. Tiens, imagine qu'il y a un jeune qui vient te voir. Oui. En disant, Monsieur Darcy, j'aime bien manger vos produits, mais j'en ferais peut-être bien mon métier. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez de démarrer en 2024? Ah ben fonce, hein. Si c'est ce que tu as vraiment envie de faire, fonce. Je veux dire, en fait, ce qu'il faut dans la vie, c'est trouver ce qu'on aime bien et ce qui nous plaît. Ouais. Une fois qu'on a trouvé ça, je pense que après, en fait, quand on a trouvé ça, on est une éponge qui absorbe tout. Et maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, les jeunes, ils ont une facilité d'apprendre de manière incroyable. Quand j'étais gamin, moi, je descendais du côté de Lyon pour aller voir les concours de pâtisserie des Français, pour aller voir les dernières tendances, les dernières techniques qu'ils ont trouvées pour les nouvelles pièces en sucre, etc. Pour les concours, on faisait des kilomètres. Maintenant, ils prennent leur smartphone, tuto à Maurice-Guichon, tac, tac. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Ils ont une facilité d'apprentissage incroyable à l'heure actuelle. Et tant mieux, c'est bien parce qu'ils peuvent apprendre davantage. Mais quand on trouve ce qu'on aime, c'est facile après. Il me reste deux questions, Jean-Philippe Darcy. L'avant-dernière question, c'est la transmission. Oui. Je trouve que c'est un domaine qui est important. Je pense que quand on est un entrepreneur comme toi, avec l'ampleur que ça représente, c'est une question que tu dois te poser depuis quand même déjà, j'imagine, pas mal de temps. Je me posais la question, alors je parle pas de la transmission financière de l'affaire, hein, c'est pas ça l'idée, c'est la transmission du savoir-faire et puis du know-how qui est acquis sur les années. Je me dis par exemple, tu as créé ce musée du chocolat, dans lequel je pense que tu es très fier de dire qu'il y a des écoles qui viennent le visiter. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que tu l'as fait, c'est pourquoi? C'est pour transmettre Transmettre, partager. Je dirais plus partager mon métier, ma connaissance et l'univers qu'on a pu créer. Ça, c'est important. D'ailleurs, je donne des cours de pâtisserie depuis plus de 20 ans également parce que j'adore communiquer et partager ce que je sais faire finalement. Oui. Et dans nos métiers, je trouve qu'il n'y a pas de secret, d'autant plus que maintenant, tout se trouve sur le net, etc. Donc moi, j'aime bien ça, ce contact humain et rencontrer les gens, partager avec eux, ça a toujours été. Et le musée, effectivement, quand j'ai voulu créer le musée, j'y pensais, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai mis en place, ça fait 8 ans qu'il est ouvert, mais dans ma tête, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, mais c'est pas normal, on est le pays du chocolat, la Belgique, un des grands pays du chocolat, n'a pas de beau musée du chocolat. Et à l'époque, les musées du chocolat qu'on avait à Bruxelles, à Bruges, il faut dire que c'était pas terrible, quoi. C'était une maison avec quelques panneaux, on t'expliquait ce que c'était le chocolat. C'était pas sexy, quoi. C'était pas sexy du tout, quoi. Et donc, et par contre, les pays voisins qui ne sont pas des grandes nations du chocolat, que ce soit en Allemagne, en France, en Suisse évidemment, c'est des nations du chocolat, ils avaient des musées qui tenaient la route, qui étaient vraiment beaux,
avec des grandes marques aussi et une puissance financière derrière. Moi, j'ai fait comme je pouvais avec mes moyens, mais je pense qu'on a fait quelque chose de chouette parce que j'avais vraiment envie que la Belgique aussi ait un lieu qui corresponde à son patrimoine. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, l'ASBL qui gère le musée, c'est Collection et Patrimoine qu'on l'appelle parce que ça fait partie du patrimoine belge, ce savoir-faire, cette histoire du cacao, du chocolat, c'est super important, il faut le transmettre. Et c'est la transmission aux enfants qui va faire que, voilà. Et c'est pareil pour le métier. Moi, je crois que chaque année, on a 3-4 apprentis dans les ateliers. C'est important parce que c'est dans les ateliers que les gars, ils apprennent les gestes, les petits détails qui font que la pâte, elle est bien ou elle n'est pas bien, le geste de la spatule sur la platine qui va permettre d'avoir le même niveau partout. Tu vois, c'est des détails, mais ce n'est pas sur Internet que tout ça tu vas apprendre. Et pour apprendre, tu as besoin de répétition, de répétition, de répétition. C'est comme dans tout. Je veux dire, oui, il y a le talent, mais c'est d'abord le travail, quoi. Ton plaisir, justement, à toi, est-ce que tu aimes probablement transmettre comme ça quand il y a des jeunes qui viennent dans tes ateliers? C'est quoi? C'est la justesse d'un geste technique ou c'est le fait de se dire, regarde, tu as façonné un produit et regarde là-bas la dame qui est assise dans le tea room, dans le salon de dégustation, regarde le plaisir qu'elle prend à le manger. C'est ce qui te fait vibrer le plus. Ah ben, c'est de voir la dame qui prend du plaisir à manger le produit, oui, tout à fait. Après, les deux sont super importants parce que les deux sont liés en fait. Pour faire un beau produit, il faut avoir l'amour de bien faire les choses. Et pour faire un beau produit, c'est pareil, il faut avoir l'amour de bien mélanger. Des fois, tu vois, tu prends les mêmes ingrédients, tu les mélanges d'une autre manière, tu n'as pas le même produit. Donc il faut respecter les process, il faut être délicat avec le produit, il faut respecter le produit. Et moi, je le vois souvent quand je donne les cours, quand je me surprends à mélanger d'une certaine manière, etc., je me dis, mais je l'aime ce produit, tu vois, mais parce que c'est naturel, quoi, tu vois. Et ça fait partie de toi, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que des fois les recettes sont bonnes, ou qu'on me dit, ouais, ça c'est terrible chez toi, ou ta mousse au chocolat est fantastique, alors que c'est une mousse au chocolat somme toute classique, mais parce qu'on essaye de bien la faire. Tu es en train de nous dire qu'il faut mettre de l'amour dans ces recettes. Tout à fait. Mais c'est vrai, et ça j'en suis convaincu que quelque chose qui est fait avec amour goûtera toujours mieux que quelque chose qui est fait mécaniquement. Et je dis souvent aux gars de l'atelier, mais arrêtez de faire les choses mécaniquement, les gars. Réfléchissez à ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et quand vous sortez par exemple un pain du four, regardez comment il est, sortez-le, tapez sur le cul. Tu vois, tout ça c'est super important. Il faut analyser ce que tu fais, autrement tu n'apprends pas. Tu fais les choses, c'est toujours pareil. Non, il faut analyser et c'est ça qui te fait grandir en fait. Écoute Jean-Philippe, moi je voudrais vraiment te remercier de nous avoir accueillis ici, de m'avoir accueilli, d'avoir joué le jeu de ce nouveau projet que j'ai lancé. C'est génial parce que j'ai appris plein de choses et autant on a déjà eu l'occasion dans d'autres contextes de parler davantage de tes produits qu'ici, moi c'était l'homme qui m'intéressait. Et là j'ai vraiment pris du plaisir. Justement, juste pour la personne qui peut-être te découvrirait, n'a pas encore eu l'occasion de goûter tes produits, je vais te poser la toute dernière question qui est la plus difficile, je te préviens. C'est pour quelqu'un qui doit te découvrir au travers 3 de tes produits, tous produits confondus. On parle de boulangerie, de pâtisserie, on parle de tes chocolats, de tes macarons, de tout. Si une personne doit choisir 3 produits Darcy très précis pour te découvrir toi, sont lesquels? Ah ben écoute, je dirais le merveilleux, la pâtisserie de merveilleux, parce que pour moi c'est la plus belle pâtisserie au monde. Pourquoi? Parce que c'est une pâtisserie qui est tellement simple. C'est quoi un merveilleux? C'est 2 coques de meringue françaises cuites au four, avec de la crème fraîche finalement et des copeaux de chocolat. Mais ce produit, quand il est fait avec amour, comme on le disait, cuit correctement, etc., et qu'on l'a laissé un peu maturer pendant quelques heures, tu vois que la meringue commence à fondre, et que tu croques, enfin tu vas avec ta cuillère dedans, que tu le mets en bouche et que ça fond, pour moi c'est du bonheur gustatif, quoi, tu vois, c'est vraiment la pâtisserie. En plus, ça me rappelle encore une fois une Madeleine de Proust, parce que quand je rentrais de l'école gamin, j'allais à la pâtisserie du village chercher un merveilleux que je mangeais avec ma maman qui venait d'une parfumerie, tu vois, enfin voilà. Donc, voilà. Mais ce produit-là, c'est incroyable, c'est vraiment pour moi, voilà. Et donc on le fait vraiment comme moi je l'aime, on prie les meringues et je pense que voilà, c'est un top produit qui me correspond bien. Voilà. Donc, 1, le merveilleux. 2. 2, ben, je pense
Un macaron, hein, je veux dire un macaron de Paris. Hein, Quel goût? Caramel. C'est ton préféré à toi, ça? Oui, c'est mon préféré. Ouais. C'est le préféré de tous mes clients, je pense, parce que c'est celui que je vends le plus. Ouais. Ok. Et en troisième, je dirais plutôt une petite ganache comme ceci, un petit chocolat très fin, tu vois. Ouais. Ça. Ouais, une petite ganache infusée au thé Earl Grey ou au yuzu, tu vois. Ouais. Et pourquoi? Parce que on est plus dans la finesse par contre, tu vois. On est dans la finesse du produit, dans l'équilibre, dans la subtilité, l'équilibre gustatif. Et pour moi, c'est aussi important dans le métier. Il y a la gourmandise, mais il y a aussi ce côté élégant, fin, et ça fait aussi partie de nos métiers. Ça dépend à quel moment, tu vois. On a des métiers qui sont dégustés à différents moments de la journée. Des fois, à 4 heures, tu as besoin d'un bon merveilleux parce que voilà. Ici, une petite dégustation, un truc un peu plus fin, tu vois. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on a une palette de produits différents, mais la finesse, finalement, et l'envie d'aller plus loin dans le gustatif et dans le côté très pointu du produit, ça fait partie du métier si on veut atteindre les sommets, quoi. Donc ce petit produit chocolaté, le merveilleux, ouais. Et alors le macaron caramel. Oui, tout à fait. Ça sont les trois produits qui définissent Jean-Philippe dans l'ensemble de sa gamme. Évidemment, il y a plein de choses à découvrir. Je ne veux pas faire mon commercial, mais vraiment, parce que c'est un gars qui le mérite. Il faut vraiment venir goûter ces produits. Il faut aller faire un petit tour sur ton site aussi. C'est aussi simple. Oui, tout à fait. C'est darcy.com. Oui, tout à fait. C'est aussi simple que ça. Darcy s'écrit D-A-R-C-I-S. Et venir faire un petit tour ici à la chocolaterie, ce bâtiment en plein cœur de Verviers. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Vincent, c'était très chouette. C'était vraiment un vrai bonheur. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va couper les caméras et on va les s'empiffrer de chocolat. Ah top. Ouais, ça fait plaisir. Hein.